La pétition contre l'insécurité au hangar à bananes continue sa progression. Déjà plus de 15 000 signatures, 2 semaines après sa mise en ligne. La pétition, adressée à Madame le maire de Nantes, a trouvé écho auprès de l'intéressé. Johanna Roland recevra les 5 étudiantes qui ont lancé cet appel dans les tout prochains jours. Annonce faite par ce communiqué de presse qui précise également les mesures prises depuis l'ouverture du hangar il y a 10 ans. Des mesures principalement tournées vers la lutte contre l'hyperalcoolisation, des campagnes de prévention, des formations aux premiers secours, la présence de veilleurs de soirée, l'ouverture d'un poste de secours. La ville rappelle également la mise en place de garde-corps autour du site, des barrières pour tenter d'empêcher les chutes dans le fleuve. La rencontre avec les signataires de la pétition abordera aussi le projet de vidéoprotection. D'ici septembre 2018, 8 caméras seront mises en place sur cette pointe ouest de l'île de Nantes. Elles s'ajouteront aux 16 caméras déjà installées par les gérants du hangar à bananes. Le restaurant nantais Les Brassés jette l'éponge. Il ne s'installera pas sur la plage de la Baule, à l'emplacement du célèbre Nocibé. La raison de ce revirement, la violente fronde menée sur les réseaux sociaux. 2 pétitions ont été lancées pour empêcher le remplacement de l'ancien restaurant. Elles ont recueilli près de 4000 signatures. Dans ce contexte de défiance, la direction des Brassés se retire donc du projet baulois. Elle dénonce une campagne de désinformation, voire de diffamation. Un coup dur pour l'enseigne qui avait remporté l'appel d'offres lancé par Veolia et allait investir 1 million d'euros dans le projet. Ces gérants ont toutefois annoncé qu'ils envisageaient d'installer leur enseigne sur un autre site plus opportun. C'est une première mondiale ce lundi. Une start-up guérandaise a inauguré le premier drone autonome au monde, un appareil d'un nouveau genre. Ce que nous essayons de faire, c'est l'autonomie en énergie grâce à l'encapsulation de cellules solaires non silicium, très performantes, très légères, et aussi l'autonomie en décision, c'est-à-dire en utilisant de l'intelligence artificielle à bord pour avoir une capacité de prise d'environnement et aussi au niveau charge utile de pouvoir, par exemple, détecter automatiquement des choses pour des missions spécifiques. C'est la saison de la chasse aux chenilles, les chenilles processionnaires du pin plus précisément. À Saint-Brévin, la municipalité utilise des méthodes alternatives pour lutter contre ce nuisible. Vincent Guinel. Quand le moteur se met en branle, il ne fait pas bon vivre dans un cocon. Pour ces chenilles du pin, ce matin, c'est tourné de bacillus. Une bactérie très utile, un biocide écologique. On asperge l'arbre de ce produit, donc du bacillus, sur toutes les aiguilles du pin. Et par consommation, en fait, pour leur croissance, les chenilles du coup meurent grâce à la consommation d'aiguilles, en fait, parce que le produit reste pendant 10 jours sur les pins. Les chenilles processionnaires du pin, un fléau pour certaines communes. Pour lutter, on diversifie ici les procédés. Donc une autre méthode pour lutter contre les chenilles, donc la prédation. Donc en fait, nous installons en fait sur les 3 communes de La Baule, Saint-Brévin et de Saint-Nazaire des nichoirs à mésanges, en fait, puisque c'est l'un des meilleurs prédateurs contre les chenilles processionnaires. Éco-pièges, traitement au sol, des méthodes de lutte bien loin des anciennes habitudes. L'épandage par hélicoptère a été progressivement interdit depuis 2009. En contrepartie, un traitement qui dure aujourd'hui plus longtemps. Il devrait se terminer fin décembre. Vous ne le connaissez peut-être pas encore, Hugo Marchand. Ce danseur étoile originaire de Vertou fait partie de l'Opéra de Paris. À 23 ans, son palmarès est impressionnant. Claire Villalon l'a rencontré à l'occasion d'une cérémonie organisée par la ville en son honneur. Le 7 décembre 1993 et à l'âge de 9 ans j'ai commencé à danser. Je faisais avant de la gymnastique à la Cambronnaise à Saint-Sébastien-sur-Loire et j'étais dans une école de cirque aussi vers Saint-Herblain. Puis après j'ai dansé à partir de 9 ans au Conservatoire de Nantes pendant 4 ans. Je m'y attendais pas du tout parce que c'était au Japon, que le directeur de l'opéra n'était pas présent parce qu'il devait régler un problème à Bastille, donc à Paris. Et donc c'était la directrice de la danse Aurélie Dupont qui m'a nommé.
J'ai l'immense plaisir de nommer Hugo Marchand, danseur étoile de l'Opéra de Paris. Donc elle l'a fait au Japon, donc ma famille n'était pas là, mes amis n'étaient pas là, donc j'étais en tournée, mais donc c'était assez curieux et inédit puisque j'étais le deuxième danseur étoile de l'histoire de l'opéra à être nommé à l'international. C'est pas une consécration puisque j'ai 23 ans et que je le vis pas comme la fin de quelque chose, mais je le vis comme un nouveau chemin et une nouvelle vie qui commence, qui a déjà commencé depuis plusieurs mois. Mais c'est surtout très inspirant et très excitant parce que je vois tout ce qui m'attend et ça me donne envie de continuer. On souhaite étudier les multiples formes d'expression des enfants lorsqu'ils sont dans des services de soins, et en particulier un service de soins qu'on appelle la réanimation pédiatrique. Donc des enfants qui sont dans des états assez graves, par exemple des grands brûlés, des traumatismes voilà, assez graves. Et on cherche à améliorer avec bien sûr les soignants, les médecins, les infirmiers, à améliorer la compréhension qu'on peut avoir de la manière dont ils s'expriment. Que ce soit de manière verbale, quand ils font usage de la parole, quand ils peuvent encore faire usage de la parole, ou de manière non verbale, par leurs gestes, quelquefois des cris, des pleurs. Avec le consentement bien sûr des parents et aussi de l'enfant quand celui-ci est capable de nous le donner, on va filmer les enfants avant les soins, pendant les soins et après les soins. Une éthologue est chargée de visionner ces vidéos et d'analyser les comportements. Le but de ce premier volet est d'arriver à dresser, à élaborer un critère, une sorte de grille, si vous voulez, nous permettant de mieux interpréter les comportements de ces enfants dans ces situations de soins. Et le deuxième volet, c'est une série d'entretiens menés, alors on appelle ça des entretiens semi-directifs, c'est-à-dire qu'on a tout de même un ensemble de questions qu'on a préparées. Ces entretiens donc, se déroulent avec les soignants, avec les parents, quelquefois lorsque c'est possible avec le patient. Et on essaie, si vous voulez, de comparer notamment ces différents points de vue, ces différentes perceptions que ces acteurs du soin ont de l'enfant. Le premier objectif, c'est de mieux entendre la parole de l'enfant ou l'opposition d'un enfant, la douleur de l'enfant, ses souffrances. Et puis le deuxième objectif, c'est aussi d'interroger les capacités de l'enfant. Or la loi, les différentes lois de bioéthique, la loi sur la fin de vie, par exemple de 2005, nous demande aux soignants de recueillir, lorsque, je cite la loi, si l'enfant est apte à exprimer, s'il est capable d'exprimer une position, eh bien d'aller recueillir cette parole, cette position.